1m60, c'est actuellement la taille du plus petit joueur de l'histoire de la NBA, Muggsy Bogues. Il a tenu des joueurs de légende comme Michael Jordan, il a contré des titans comme Patrick Ewing, et il a même inspiré des champions comme Stephen Curry. When I was in the locker room in Charlotte, he would take me, pick me up like an airplane and run me around the locker room. It became kind of like a family. Il était rapide, imprévisible, et malgré une différence de taille conséquente, il pouvait écraser les plus grands si on lui mettait une balle dans la main. Bref, son parcours sur la terre des géants ne l'a pas empêché de devenir une légende du basketball. Mais bon, il n'est évidemment pas devenu le joueur préféré des fans sans aucun obstacle devant lui, surtout en partant de sa condition. Que ce soit des gens qui ne croyaient pas en lui, des coachs et des joueurs qui l'ont harcelé, ou même encore d'autres personnes en costume qui l'ont instrumentalisé. Depuis 1965, sa vie est une succession de hauts et de bas, qui nous amène naturellement à nous demander comment a-t-il réussi là où tout le monde le voyait échouer. Eh bien, tout ça commence lorsque le petit Tyrone Curtis Bogues, né d'une mère et d'un père de petite taille, a grandi à Baltimore dans le quartier résidentiel de Lafayette. Un endroit marqué par la pauvreté, le crime, la drogue et une faible espérance de survie. Back in the 70s, you couldn't even walk through Lafayette Project if you didn't really know anyone. That's how bad it was. You know, a bunch of drug dealing and a bunch of shooting. That's the type of environment we lived in. Et à partir d'ici, on pourrait déjà considérer que le vrai début de la vie de Tyrone commence lorsqu'il a frôlé la mort. Une anecdote importante pour comprendre de quel bois a été forgée la future star. Alors qu'il est âgé de 5 ans, il jouait avec sa sœur à la maison quand ils ont entendu du grabuge à l'extérieur. Étant curieux, ce qui est plutôt normal à cet âge, ils décidèrent de sortir pour voir ce qu'il se passait et tombèrent nez à nez sur une violente bagarre se déroulant juste en face de chez eux. Mais la vraie surprise vient de ce qui arrive ensuite. Alors qu'ils sont à côté d'une boutique, une pierre est balancée dans les vitres de cette dernière. C'est alors que le propriétaire, furieux et prêt à punir la personne qui aurait causé ce dommage, sort avec un fusil chargé. Néanmoins, le temps qu'ils mettent un pied dehors, tout le monde était déjà parti, sauf le petit Tyrone et sa sœur. Et devant 2 enfants, le propriétaire partit du principe que c'était eux qui avaient cassé sa vitre et décida de tirer sur un Tyrone âgé de 5 ans. Évidemment, c'est un drame, il est amené directement à l'hôpital et alors qu'il craignait pour sa vie, Tyrone fut sauvé. Miraculeusement, ce n'est pas la balle de fusil qui l'a touché, mais le plomb de la chevrotine qui a manqué de peu ses organes vitaux. Well, yeah, you know, as I said, the neighborhood where we grew up, I mean, growing up in the inner city, you grew up a lot quicker than probably in some of the suburbs. I mean, you're exposed to things that you didn't realize as a kid that you would be witnessing at that early age. And outside of our apartment building, a fight had broken out. And of course, me, inquisitive mind, wanted to see what was going on. I snuck out the house. And one of the kids took a rock and broke one of the store owner's windows. And the store owner came out, went straight to his shed and grabbed his double-barrel shotgun and just started shooting in the neighborhood. And fortunate enough for myself, the bullet went over my head, but then all the buckshots went through my arms and then my legs, which I still carry one in my arm to keep me up and remind us where I've come from. Cette expérience a été celle qui a le plus marqué Tyrone et qui lui a donné le mental qu'on lui connaîtra par la suite. Puis qui a d'autant plus forgé sa propre famille, qui s'est encore plus impliquée dans ce qui est un des principaux moyens de sortir de la situation dans laquelle ils étaient, le sport. Et, encore plus spécifiquement pour Tyrone, le basketball. Dès son plus jeune âge, il passait des heures et des heures à s'entraîner et pratiquer son dribble et sa prise en main de la balle. Mais plus le temps passait, plus une réalité a vite frappé à sa porte, sa petite taille. Le jeune Bogues grandissait en âge, mais restait tout le temps le plus petit de son quartier. Au fur et à mesure, il était même exclu des terrains de basket où il essayait de venir jouer, et devenait un sujet de moquerie récurrent. Mais bon, déjà grâce à sa mère et son expérience traumatique, il a vite compris que ce n'était pas aux autres de décider s'il voulait jouer, mais à lui seul. Words do hurt. Early on, words was devastating. I used to go home just so upset and crying. Of course, my mom didn't know anything about the game of basketball. But she knew her son. And she said, Ty, don't you worry about what they say to you. They don't know how big your heart, they don't know your potential. If you want to play basketball, you go right out there and play basketball.
Puis, à force de cran et de travail, il est vite devenu un teigneux, qui ne se laissait plus faire sur le terrain et allait clairement détruire ses opposants. Les autres joueurs disaient d'ailleurs souvent de Tyrone qu'il muguait ceux contre qui il jouait tellement il devenait impitoyable. Le terme mug signifiant agresser, et ça, couplé à une émission de télé de l'époque qui s'appelait The Bowery Boys, où le personnage principal s'appelait Muggsy, un petit nerveux leader d'un gang, un peu à la manière d'un ancien Joe Dalton. Ça a créé une sorte de connexion évidente chez les gens de son quartier, il muguait tout le monde, traînait avec ses potes en étant le leader de son groupe, et bien, c'était désormais Muggsy. D'ailleurs, ce surnom ne l'a jamais abandonné, mais vraiment jamais. Au point où, enfant, seule sa mère et ses professeurs l'appelaient encore Tyrone, et bien plus tard, beaucoup des autres joueurs en NBA ne connaissaient pas le vrai prénom de Muggsy, voire étaient surpris d'apprendre qu'il s'appelait vraiment Tyrone. Enfin bref, le temps passe, beaucoup de choses arrivent dans la vie de Muggsy, notamment son père qui finit en prison alors qu'il n'a que 12 ans, pour vente de drogue et vol à main armée après avoir perdu son emploi, mais sa mère est toujours un pilier très présent dans sa vie, et elle et le reste de sa famille l'encouragent à poursuivre le basket. Muggsy fait alors tout pour mettre en place la stratégie qui fera de lui un joueur d'exception malgré sa taille. Il étudie le jeu, travaille autant son attaque que sa défense, et surtout son saut vertical qui atteindra dès son adolescence 44 pouces, soit un saut d'1,10 m à partir du sol. Puis arrive le lycée où, après des années à s'améliorer et atteindre un niveau supérieur aux autres sur le terrain, Muggsy est accepté dans le lycée Dunbar, où il décide de se rendre afin de pouvoir suivre des cours dans le domaine médical. Ce qui était un critère nécessaire pour lui, qui aspirait à l'époque à travailler dans le milieu dentaire. Il met alors un premier pas dans la cour des grands. Mais plus que la simple cour des grands, on arrive à une époque où Muggsy va faire parler de lui comme jamais auparavant, et marquer le basketball lycéen de l'époque. Parce que si je vous parle des Poètes de Dunbar, peu de chances que vous connaissiez, et pourtant, c'est sûrement la plus grande équipe de basketball lycéenne, de tous les temps. Composée notamment de Boggs, Reggie Williams et Reggie Lewis, qui deviendront tous les trois des futurs joueurs NBA, aux côtés d'un autre de leurs camarades, David Wingate, choisi l'année précédente, ils formaient ce qu'on appelait l'équipe des Poètes. La plupart ont vécu ensemble dans la ville, avec notamment Reggie Williams, qui jouait souvent contre Muggsy, et David Wingate contre Reggie Lewis, mais dans un autre quartier. Ils ont grandi ensemble en tant qu'adversaires et ont commencé à jouer en tant qu'alliés seulement une fois arrivés à Dunbar. Mais pour gérer tous ces talents et égos massifs de jeunes joueurs, il fallait évidemment un pilier solide qui s'est incarné en la personne du coach Bob Wade, lui aussi une légende. Il avait un adage assez simple, pour lui il fallait que l'entraînement soit toujours excessivement difficile pour que derrière, les matchs deviennent faciles, un peu comme un coach Carter de son temps. Et donc, on est en pleine saison lycéenne 1981-1982, la nouvelle équipe de Dunbar commence en faisant une chose très simple, écraser absolument tout le monde sans la moindre exception. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour retranscrire la domination totale qui se déroulait. Donc, si je devais vous résumer ça, à chaque match, une victoire. Ce qui va les amener à finir leur première année avec, tout simplement, 29 victoires pour 0 défaite. Mais attention, dites-vous qu'à ce moment-là, ils ne sont pas encore reconnus comme la meilleure équipe du pays. Le titre leur est pris par une autre école invaincue, l'école catholique Calvert Hall. Mais pour les Poètes, ce n'est pas une défaite, c'est juste une motivation supplémentaire pour la suite. Donc après les vacances, nouvelle année scolaire, nouvelle saison, et rebelote. Ils sont invincibles. À nouveau, ils enchaînent les matchs et la propagande Dunbar se remet en marche. Tyrone racontera aussi que dans la majorité des rencontres avec les équipes adverses, on ne le prenait pas du tout au sérieux au début des matchs. En fait, on pensait même qu'il était là pour être sur le banc ou simplement le porteur d'eau. Well, players' reaction when they first see me, of course, they're stunned and they're laughing and they're like, "Why is this little fella out here trying to play with us?" Until that ball hit the ground. Une anecdote que Muggsy aime beaucoup raconter est celle face à Camden High School du New Jersey. Eux aussi étaient considérés comme une, si ce n'est la meilleure équipe du pays, avec dans leur rang ce qui était considéré comme le meilleur joueur du pays et futur star NBA, Billy Thompson. Dans les vestiaires, le coach Wade connaissait ces garçons et les stimulait de la meilleure des façons qu'il connaissait, en faisant l'éloge des gens en face. Pour ce match, il ne faisait que répéter à quel point Billy Thompson était bon et que leur équipe n'avait jamais perdu un match à domicile depuis des années, ce qui avait le don déjà de remonter les garçons à bloc. Puis, arrivés sur le terrain, les joueurs en face se sont moqués ouvertement de Muggsy en demandant qui était ce petit garçon contre eux. Mais être petit était justement l'arme de Muggsy. En défense, il était vif et très bon pour voler
contrôler les ballons. Son centre de gravité plus bas lui permettait des changements de direction à une vitesse folle, la balle dans les mains, et il était difficile pour les gens en face de lui de prédire ses mouvements. Il n'était pas seulement rapide, il était complètement insaisissable. Ses statistiques au lycée le démontraient avec des dizaines de passes décisives par match, une défense étouffante et des interceptions à gogo. Muggsy avait ce talent rare de pouvoir contrôler le rythme du jeu, même face à des adversaires bien plus grands que lui. Mais aussi ce qui rendait le jeune Boggs encore plus intéressant, c'était son lien avec ses coéquipiers. Son camarade Reggie Lewis le dira lui-même, ce qui rendait Muggsy spécial, c'était avant tout son leadership naturel. Sur le terrain, c'était lui qui guidait l'équipe, et tout le monde le suivait, peu importe sa taille. Et donc, on revient à notre match contre Camden, le ballon s'envole, et là, le match se termine, 84-59. À ce moment-là, les joueurs qui se sont moqués de lui se sont juste rendus compte qu'ils affrontaient simplement un des meilleurs joueurs de la nouvelle meilleure équipe lycéenne de tout le pays, et que ce dernier ne faisait que 1m60. On termine alors la saison 1982-1983, avec cette fois un nombre hallucinant de 31 victoires pour 0 défaite, et un classement en tant que première équipe nationale, et sûrement meilleure équipe lycéenne de l'histoire du basketball. Et il faut se rendre compte qu'ils avaient atteint un palmarès de 60 victoires pour 0 défaite en 2 ans, et que Muggsy finira par même gagner le titre de MVP et sera reconnu plus grand joueur de son équipe, malgré sa taille. À la fin de sa dernière année, Tyrone recevra plusieurs propositions de bourses étudiantes pour diverses universités. Mais c'est aussi là que les ennuis commenceront. Malgré une carrière lycéenne hors du commun, beaucoup à ce moment-là doutaient qu'il serait capable d'aller jouer dans les équipes de première division, là où tous ses camarades à côté ont été recrutés sans difficulté. En même temps, il faut voir l'évolution dans les ligues du basketball en passant de l'école élémentaire à l'université jusqu'au niveau professionnel comme un écrémage. À chaque niveau, seuls les talents sont sélectionnés jusqu'à ne garder que les meilleurs physiquement et techniquement. Bon, là c'est logique. Et bien souvent, comme on a l'habitude que les meilleurs joueurs soient des joueurs de grande taille, avoir quelqu'un qui a 40 cm de différence avec la taille moyenne des ligues pro, et malgré le fait qu'il ait des très bonnes performances, ça soulève évidemment des questions et des doutes. You know, I was on the journey, I was on my path, trying to become this basketball player that no one felt like he had any opportunity to do so, because at the time, coaches were still in the mindset of big guards. You know, big guards was the key of running our program. So we was trying to break down those barriers, trying to, break the mindsets of these coaches, and let them know that, I can be just as impactful at this size and run your program and just be just as effective as a taller player. Mais grâce à son coach Wade, il fut invité dans un prestigieux camp d'entraînement où, encore une fois, Muggsy prouvera qu'il mérite tout autant que les autres de faire partie de la première division. Ainsi, Tyrone recevra une proposition d'une école de Caroline du Nord qu'il acceptera. Il sera donc officiellement étudiant à Wake Forest pour jouer dans leur équipe des Demon Deacons sous le coach Carl Tacey, dans ce qui était considéré comme la compétition interuniversité la plus difficile de tous les États-Unis, la conférence de la côte atlantique. Donc, même après son arrivée, des nouveaux doutes émergent. Est-ce que Muggsy sera un atout pour l'équipe dans cet environnement affreusement compétitif ? Est-ce qu'il serait bon de le faire jouer aussi souvent que les autres ? Ou était-ce tout simplement une erreur de le faire venir ? Devinez quoi ? La première saison n'était pas si folle. En tant que rookie, il finira avec une moyenne de 6,4 points par match, et l'équipe se fera éliminer en compétition. Puis en plus, Boggs avait des difficultés à concilier les cours et le basket, donc on l'a même menacé de l'expulser de l'université, puis avec toute cette pression, il a lui-même hésité à partir. Mais après avoir à nouveau consulté sa mère, il se remettra dans la mentalité qu'il connaît le mieux, celle de donner tort aux gens qui ont des préjugés sur lui. Donc Muggsy décide de rester pour les 3 prochaines années, et c'était vraiment une très bonne décision. On est en deuxième année, et la Boggs avoisine en moyenne 8,4 points par match. Toutes ses autres stats montent. Troisième année, et il est maintenant un junior. Plus question de s'arrêter dans son escalade. Tyrone avoisine les 11,4 points par match et 6,5 passes décisives. Et quatrième et dernière année, alors comment aborder ça ? Tyrone est désormais senior avec une moyenne de 14,8 points par match, 9,5 passes décisives, 3,8 rebonds et 3,1 interceptions. C'est officiellement le capitaine de son équipe. Il est reconnu comme le meilleur passeur et intercepteur de sa conférence. Il est sélectionné dans la première équipe All-Atlantic Coast Conference, ce qui signifie concrètement qu'on le considère comme l'un des meilleurs joueurs de toute la conférence. Et bien plus tard, l'université retirera même son maillot de numéro 14. Et au cas où tu le saurais pas, c'est un peu un truc à l'américaine, qui veut dire que dans l'histoire de l'université, plus personne n'aura le droit de porter ce numéro. Il n'appartient qu'à Muggsy. C'est vraiment la plus grande distinction qu'on puisse faire pour honorer la carrière de quelqu'un. Et j'ai aussi oublié de mentionner quelque chose d'important qui s'est déroulé entre cette année de tous les records et sa troisième année, la FIBA.
Alors revenons en 1986, les États-Unis participent évidemment au championnat du monde de basketball, qui s'est tenu à Madrid en Espagne, mais fait important à savoir, avant 1992 et la fameuse Dream Team, les joueurs NBA n'étaient pas autorisés à participer à des compétitions internationales, c'était uniquement pour les joueurs amateurs, et donc les joueurs universitaires. Ainsi, en 86, le jeu de boxe avait attiré l'attention de l'équipe nationale des États-Unis, qui l'a invité à participer au camp d'entraînement pour tenter d'obtenir une place sur la liste des 12 joueurs qui allaient pouvoir jouer cette compétition. C'était à nouveau une compétition où seulement 12 personnes pouvaient gagner. Il fallait évidemment se battre pour sa place, et c'est exactement ce que Tyrone a encore fait. Il s'est battu et a été nommé aux côtés d'autres noms comme Steve Kerr, David Robinson, Kenny Smith ou encore Brian Shaw pour représenter les États-Unis lors de cette Coupe du Monde. Et une fois la compétition arrivée, les USA sont chargés d'affronter la Yougoslavie en phase de poule. Et si je parle de ce match en particulier, c'est parce que c'est une équipe qui a à ce moment-là dans ses rangs un gros nom, et c'est Muggsy qui est chargé de tenir en joue ce futur joueur NBA très respecté de ses pairs, dont notamment Michael Jordan. Je parle de Drazen Petrovic, et j'espère que je l'ai vraiment bien dit. Un joueur qui avait une moyenne de 27 à 28 points par match, qui scorera uniquement 12 points lors de cette rencontre, en se faisant gêner de tous les côtés par un Muggsy en pleine forme. Puis les États-Unis arrivent en finale, où après un match difficile, ils remportent la rencontre contre l'Union soviétique, et ainsi, Muggsy rentrera chez lui avec la médaille d'or autour du cou, mais aussi la fierté d'avoir montré au monde entier qu'on peut faire partie des meilleurs joueurs du monde, même quand on ne rentre pas dans les standards attendus. Alors bon, maintenant le lycée c'était sympa, l'université c'était bien gentil, et la Coupe du Monde ça va 2 minutes. Qu'en est-il du vrai top niveau? Celui où seules les légendes s'affrontent? Qu'en est-il de la NBA? Eh bien, 1987, Muggsy entre dans la draft. The excitement in this building today is definite. The fans have been rocking and rolling already, chanting the names of the players. Welcome to the 1987 NBA Draft. Et est sélectionné à la 12e place chez les Washington Bullets. The Washington Bullets select Tyrone Bogues. Et la pause, il faut tout de suite se rendre compte d'une chose, ce qui se passe là, c'est historique. Non seulement on a le plus petit joueur de l'histoire de toute la ligue qui est sélectionné, en plus de ça à la 12e place, et dans une année particulièrement compétitive. Une année où on a des monstres comme David Robinson, Scottie Pippen ou encore Reggie Miller. Tout le monde fait au moins 1m90, mais Muggsy crée la surprise. Et surtout, fait reconnaître aux yeux de ses pairs le talent et le travail acharné dont il a su faire preuve. Bref, tout ça pour dire que sa sélection, elle était méritée. Mais maintenant, je vais surtout amener une question. Est-ce que on l'avait recruté pour les bonnes raisons? Eh bien, pour voir ça, on va devoir simplifier une carrière qui est 2 à 3 fois plus longue que la moyenne des joueurs qui entrent dans la ligue. Donc, simplifions. À ses débuts en NBA, Tyrone était aux anges pour avoir enfin réalisé son rêve et profita notamment de l'argent qu'il négocia lors de son premier contrat pour faire sortir son père de prison 12 ans après qu'il y ait été mis. Puis, bien sûr, niveau pro, la saison débute et tout va pouvoir se lancer. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que, pour bien en parler, j'ai avant tout une question à vous poser, encore une fois. Connaissez-vous le marketing? Les Bullets, lors de cette saison, avaient dans leur équipe Boggs, le plus petit joueur de la NBA, mais aussi Manu de Bol, le plus grand joueur de la NBA du haut de ses 2,31 m. Donc, imaginez-vous, faire jouer Muggsy à côté et leur faire la couverture des magazines, c'était simplement une aubaine. Sans compter sur la sympathie naturelle du public envers Muggsy, qui amenait les gens à acheter des billets, produits dérivés et autres contenus promotionnels sans retenue. En fin de compte, ils n'ont pas drafté un joueur, mais, à leurs yeux, principalement une mascotte. You're the shortest player in the NBA. Manute Bol, the tallest player in the NBA. That's going to be an interesting concept. Have you thought about that? Well, not quite, but having a guy like Manute in the center, you know, backing up, he takes a lot of pressure off. Man, we had so much fun. That was my guy. Man, that was my guy. I miss him so much. Et si ce n'était que ça. Muggsy a passé une année exécrable à se faire maltraiter pendant les matchs et en dehors. Son coach, Wes Unseld, ne croyait pas vraiment en lui et il lui est arrivé de le faire entrer sur le terrain pour seulement 2 minutes, le laissant avoisiner une moyenne de 20 minutes de jeu par match pendant cette année. Mais là où je pense qu'il faut quand même prendre du recul, c'est que beaucoup de contenus qui parlent de cette période ont vite tendance à faire passer ça pour un affront vis-à-vis des compétences de Boggs, voire un manque de respect. Mais si ce n'était pas vraiment le cas, je m'explique. On parle d'un rookie qui en est à sa première année et qui est évidemment en concurrence avec un meneur titulaire plus expérimenté. Pour beaucoup d'autres jeunes
joueur, il est normal d'avoir cette période d'adaptation au début où les entraîneurs testent les capacités petite goutte par petite goutte. Puis aussi, le style de jeu de Boggs était corrélé à son physique. Mais ce n'était pas forcément le style de jeu de l'équipe à ce moment-là. Et enfin, on est juste en NBA. On peut comprendre qu'un coach soit frileux à l'idée de mettre sur chaque action, notamment défensive, un joueur d'1m60 contre des joueurs bien plus grands. Surtout qu'il n'a pas été écarté de tous les matchs, et surtout qu'il a su, avec le peu de temps qu'il a eu sur le terrain, devenir leader en passes décisives et interceptions, et donc montrer qu'il était capable. Mais bon, reprenons, naturellement avec ce palmarès pour un rookie, les Bullets ont promis à Muggsy qu'ils allaient le protéger afin de le reconduire pour la draft de l'année suivante, ce qu'ils n'ont pas fait. Sans rancune, comme dira Boggs, mais les faits sont là, ils lui ont menti. Toutefois, tout arrive pour une raison, et ce qui vient de se passer était naturellement la meilleure chose qui pouvait arriver à Muggsy, ou pas. Tyronn est donc drafté dans une nouvelle équipe, les Charlotte Hornets. Et ici déjà on a un point positif, avec la rencontre de futurs amis entre Muggsy et Dell Curry, le père de ce qui deviendra la star qui nous a pourri les JO 2024, Steph Curry, et qui lui aussi était un shooter hors pair, qui s'associait parfaitement avec le style de jeu de Muggsy. Néanmoins, on a aussi et surtout un gros point négatif en la personne de Dick Arter, l'entraîneur des Hornets. Parce que soyons clairs, malgré un soutien inconditionnel des fans pour l'équipe, à cet instant, on n'était pas face à une top team. Leur tout premier match de cette saison s'est même soldé par une défaite avec 40 points d'écart. Et au vu de la progression à faire, Dick, qui porte très bien son prénom, partait du principe que pour mener son plan d'aller en playoff, il fallait éviter de faire jouer Tyronn, dont il doutait ouvertement des capacités, évidemment au vu de sa taille. Mais là où le doute est quelque chose de compréhensible et pourrait demander à être rassuré avec des preuves, le fait de se moquer de son joueur dans les médias est une autre affaire. Surtout que ça a tapé un grand coup sur le temps de jeu et la confiance de Muggsy, le laissant sur le banc cette première année et ne l'utilisant que comme remplaçant. Mais est-ce que c'était un signe pour le jeune homme de Baltimore qu'il fallait abandonner ? Évidemment que non. Il est resté concentré sur l'amélioration de ses performances et n'a jamais laissé tomber. Puis, à la fin d'une saison très décevante, avec 20 victoires seulement, où le blâme ne pouvait être mis sur Boggs en raison de sa faible présence, Arter a tout simplement été licencié, suite à un début de l'année suivante encore plus catastrophique. Ainsi, arrive son successeur, Jens Littles, et déjà là, on sent que Muggsy est beaucoup plus utilisé avec des stratégies de jeu plus rapides. Et malgré une nouvelle saison difficile avec un mauvais bilan et un nouvel échec face aux playoffs, Tyronn a tout simplement doublé ses statistiques de jeu. Mais bon, 19 victoires seulement pour les Hornets, ça régresse. Et là on arrive dans le creux entre la fin de saison 89-90 et le début de la saison 90-91. Et Alan Bristow, ancien joueur NBA, arrive parmi les encadrants et voit le potentiel du jeu rapide de Boggs. Bon, à vrai dire, Alan avait déjà passé 2 ans quand il était chez les Nuggets de Denver à vouloir recruter Muggsy. C'était quelqu'un qui aimait faire jouer ses équipes avec des tempos rapides et qui voyait sincèrement la possibilité non pas de faire jouer Muggsy autour des grands, mais de faire jouer les grands autour de Muggsy. Et là arrive donc une longue phase de test au niveau des compositions. Toute la saison, on sent que l'équipe s'améliore, mais que toutes ces expérimentations empêchent Muggsy de trouver une cohérence à son rôle. 26 victoires cette année, c'est mieux, mais on est toujours loin des playoffs. Donc avec ce bilan, les Hornets obtiennent le premier choix de la draft 1991 et choisissent donc Larry Johnson. With the first pick in the 1991 NBA draft, the Charlotte Hornets select Larry Johnson from University of Nevada, Las Vegas. C'était un choix technique excellent en raison de son physique et sa polyvalence. Il était bon autant dans la raquette avec les gros qu'en termes de vitesse pour les contre-attaques. C'était un très bon scoreur, rebounder et passeur. Bref, un excellent choix, vraiment. Et comme les bonnes nouvelles ne viennent pas seules, après la draft, Alan Bristow, qui est, je le rappelle, le plus grand soutien de Muggsy au sein des Hornets, est nommé entraîneur principal. Tout commence à enfin aller dans le sens de Tyronn, et on finit cette fois avec 31 victoires. Les playoffs deviennent de plus en plus une réalité. Et malgré leur classement, les Hornets obtiennent le second choix de cette draft 92, qui leur permet de sélectionner Alonzo Mourning. The Charlotte Hornets select Alonzo Mourning from Georgetown University. Un excellent protecteur intérieur dominant du haut de ses 2,8 m. Et on arrive à un moment de la carrière où Muggsy n'est plus simplement un outil expérimental, mais il est le vrai meneur leader de son équipe. Avec l'arrivée d'Alonzo, il a pu exploiter entièrement ses talents de passeur et de créateur de jeu,
Avoir Johnson et Mourning dans son équipe lui permettait de distribuer efficacement le ballon à des joueurs capables de finir près du panier. Et donc Muggsy profite de ce renfort intérieur pour améliorer ses propres statistiques avec une moyenne de 8,8 passes décisives et 2 interceptions par match. Puis surtout, Tyrone a continué à faire preuve de son charisme et ses capacités de leader naturel pour nouer des liens avec ses coéquipiers. Grâce à ça, la cohésion entre eux était à 100% et ça créait une émulation collective forte. Mais surtout, avec cette fois-ci 44 victoires à leur actif, les Hornets passent enfin d'équipe perçue comme médiocre à une équipe de concurrents sérieux qui vont se qualifier en play-off pour la première fois de l'histoire de la franchise, et c'est surtout les premiers play-offs pour un Muggsy qui en est déjà à sa 5e saison. Alors le vrai boulot commence, et le premier match de la conférence Est pour les Hornets va être un adversaire des plus redoutables, une équipe de légende, les Boston Celtics, avec notamment à leur tête un vieil ami de Boggs et un ancien poète de Dunbar, Reggie Lewis. Mais ce qui devait être une rencontre de légende entre deux anciens frères deviendra surtout une tragédie. Dès le premier match, dans les 3 minutes du premier quart-temps, Reggie s'effondra sur le terrain sans raison apparente. Et bien qu'il se soit relevé, il a directement été emmené à l'hôpital et ne reviendra pas dans le match. Quelque chose de sérieux venait d'arriver à un des plus vieux amis de Muggsy, et il le savait, mais devait évidemment rester concentré sur son match. Le moral de l'autre côté, chez les Celtics, était quant à lui aussi au plus bas. Mais malgré ça, ils ont quand même remporté cette première rencontre en l'honneur de leurs camarades. Puis ça s'enchaîne. Les Hornets gagnent le second match, puis le troisième est à domicile pour les Hornets, qui le remportent à nouveau. Et pour la 4e rencontre, qui pourrait à nouveau marquer l'histoire si les Hornets l'emportent, je voulais simplement apprécier ce moment historique. Charlotte out of timeout. Here's Mourning, the shot. Game over. It's over. Alonso marque un shoot mémorable au buzzer, donnant aux Hornets leur première victoire pour leur premier playoff avec un 104-103 de légende. À ce moment, toute l'équipe et surtout Muggsy savent que ce n'est pas le moment de se relâcher, puisque leurs adversaires à venir en demi-finale sont les New York Knicks, menés par Patrick Ewing, lui aussi une légende de son époque. Et laissez-moi un peu vous parler de lui, il était considéré comme un des meilleurs pivots de la ligue et avait notamment accumulé plusieurs sélections au All-Star Game. C'était une force régulière dans les playoffs, puis il a aussi remporté une médaille d'or olympique en 92 avec la fameuse Dream Team. Bref, c'est une machine. Et pour l'anecdote, c'est le 14 avril de cette année qu'en plein match, Boggs réalise l'exploit de bloquer un tir d'Ewing avec leurs 53 cm de différence, quelque chose qui deviendra simplement iconique. I let the big fella know about that one. What'd you say? I told him he was on my highlight film. Et aussi à nouveau, Tyrone se retrouve face à un vieil ami d'enfance en la personne d'un autre poète de Dunbar, David Wingate. Et donc ces demi-finales commencent, et sur les 2 premiers matchs, Ewing écrase la concurrence en cumulant 66 points et 22 rebonds. Mais lors du 3e match, les Hornets vont briller avec un Muggsy toujours aussi excellent dans ses assistances, à la fois en passe, interception et défense, et qui changera la game en prenant des initiatives offensives en fin de match, plutôt que de chercher à, comme d'habitude, passer le ballon. Puis on citera évidemment aussi Kendall Gill, qui va briller avec 30 points à son actif. Sans compter Johnson, qui renversera littéralement la situation d'un tir à 28 secondes de la fin pour provoquer l'égalité. Néanmoins, après cette victoire, les Knicks reviendront au 4e match avec un panier gagnant, scellant la partie avec un 94-92. Et évidemment, Ewing mettra un terme à cette demi-finale avec sa défense en béton et 24 points pour le 5e et dernier match. Les playoffs sont finis, mais la saison restera historique pour les Hornets, qui sentent que l'amélioration est encore possible. Mais malheureusement, de l'autre côté, chez les Boston Celtics, Reggie, l'ami d'enfance de Muggsy, se verra diagnostiquer un problème cardiaque assez important, qui causera quelques mois après son décès, Mr. Lewis was pronounced dead at 7:30 p.m. laissant un impact émotionnel durable sur Tyrone et évidemment la communauté NBA en général. My heart goes out to his family and his mom, and the city of Baltimore as well as Boston. You just can't, words can't describe what's going on in people's minds right now. See that smile right there? That smile right there, that's Reg. I mean, he has so much to give. Just his presence, he cared for everybody. Et une semaine encore après, c'est le père de Muggsy, Richard Boggs, qui décédera. Face à ces épreuves, Tyrone restera concentré sur le basketball, qui sera clairement un échappatoire pour lui. Ainsi, la saison 93-94 se passe sans play-off à cause des blessures pour Larry Johnson et Alonzo Mourning, les 2 piliers de l'équipe,
Et on arrive donc directement dans la saison 94-95, qui est sans aucun doute la meilleure saison de Muggsy. Déjà, l'équipe en elle-même finira avec un bilan de 50 victoires qui les emmènera en play-off. Mais surtout, Muggsy Bogues a réalisé quelque chose d'exceptionnel en atteignant un pic de 11,1 points de moyenne par match, avec 8,7 passes décisives et 3,3 rebonds, l'amenant à des stats supérieurs à 10 unités en attaque et assist. C'est tout simplement ce qu'on appelle un double-double, une performance mémorable pour un joueur d'1m60 qui joue, je le rappelle, entouré de gens qui font généralement 40 cm de plus que lui. Et on était même peut-être sur l'année où les Hornets allaient enfin pouvoir gagner une demi-finale, voire un championnat NBA. Enfin oui, mais ça c'était avant que son Altesse Michael Jordan fasse son retour dans la ligue pile à ce moment-là. Et malheureusement pour n'importe qui, à ce moment, faire face aux Chicago Bulls avec un Jordan à bloc, prêt à trash talk n'importe qui pour déstabiliser ses adversaires, ça pardonne pas. Mais sans rancune à nouveau, ils joueront même ensemble dans le film Space Jam. Growing up in Baltimore, in the Lafayette Projects, I never thought that Muggsy would be a movie star. The experience being on the Space Jam set was unreal. Muggs, what's the matter, man? No, Zo, man, what's wrong with me, man? Enfin bon, cette saison restera quand même légendaire, mais les Hornets sortiront au premier tour des playoffs. Et c'est à partir de maintenant que j'aimerais qu'on retienne surtout une chose de Muggsy. Ça reste, et ça restera toujours, un ovni dans la ligue. Ce qu'il fait est réellement historique, et personne avant lui ne l'avait fait. Surtout en prenant en compte qu'à ce moment-là, il arrive à presque 10 ans de carrière, là où beaucoup s'arrêtent dès la 4e voire 5e année. De plus, il était tout le temps dans le top 10 des meilleurs passeurs, et rarement en dessous de la 4e place. Bref, c'était pas juste un simple joueur, c'était vraiment l'âme de son équipe. Mais bon, comme tout, il y a des bas, et on va maintenant entrer dans ce que j'appelle la descente aux enfers pour Tyronn. Lors de la saison 95-96, son genou le lâche et il souffre constamment de problèmes. Les docteurs vont même jusqu'à lui demander de prendre sa retraite, comme beaucoup de gens autour de lui. Mais Muggsy est ce genre d'individu qui se construit sous l'adversité et quand on lui dit rouge, il entend bleu. Sans lui sur le terrain, les Hornets vont manquer les playoffs cette saison et l'administration de la franchise va alors engager un nouveau manager, Bob Bass, qui rétrogradera Alan Bristow, le soutien indéfectible de Tyronn. Muggsy and I were a perfect combo as far as the guy that I wanted to run our team. Et placera en retour Dave Cowens, un nouveau coach qui, comme d'autres, ne croit pas vraiment en Muggsy, et lui fait comprendre qu'il faudrait peut-être qu'il parte à la retraite. Et donc on arrive alors en saison 96-97, où Muggsy peut à nouveau être disponible pour jouer, il se remet donc à fond dedans, et cette fois, les Hornets finissent à nouveau en play-off, avec, encore face à eux, les New York Knicks en premier adversaire. Et à nouveau, les Knicks balayent leurs espoirs et gagnent. Ainsi, nouvelle saison encore, Tyronn est encore présent, prêt à retourner à l'entraînement. Pourtant, quelque chose d'anormal se passe. On ne le laisse pas s'entraîner, ou plutôt, on ne l'accepte pas. Furieux, Muggsy va alors saisir la justice contre ça, et on le laisse alors revenir à l'entraînement. Mais cette fois, on l'exclut de toutes les équipes. Après l'avoir supplié de revenir jouer les autres années, l'administration fait désormais comprendre à Tyronn qu'il n'est simplement plus le bienvenu. Et même chose pour les matchs, on ne le laisse plus jouer comme avant, ce que les fans remarquent d'ailleurs. Tout continue à se détériorer, et l'équipe signe un nouveau meneur en la personne de David Welsey, officiellement en tant que remplaçant. Et alors que la direction assure à Muggsy qu'il pourra finir sa carrière dans son équipe de cœur, avec qui il a déjà passé 10 ans, il est échangé juste après avec les Golden State Warriors. And being able to lose them to Miami was very heartbroken. But, you know, we had to move on, and then the next piece came was Larry. You know, and then after Larry, then it was me. And then you were the last man standing. Actually, Dell was the last man standing. Yeah, he stayed. So he stayed one more year after me, and then he moved on. But again, we had a good run. I wish we could have lasted a little longer than it had, because I think, you know, we could have done something special. Un nouveau coup de couteau dans le dos, mais cette fois par une équipe en qui il croyait vraiment, avec qui il s'est construit et qu'il a emmené en play-off en marquant l'histoire. Muggsy quitte alors les Hornets contre son gré, avec les meilleures statistiques en passes et interceptions, record qu'il détient encore aujourd'hui. Puis, chez les Golden States, en 97-98, rien n'est mieux. Muggsy ne se sent tout simplement pas à sa place et commence à se chercher désormais un rôle d'ancien, prêt à guider les jeunes générations, plutôt que d'être la vedette.
Surtout qu'à ce moment, son genou ne le laissait toujours pas tranquille. On notera d'ailleurs qu'il a été titulaire moins de la moitié des matchs de la saison et qu'il a quand même été leader des Warriors en passe. Puis en 99, Muggsy en a marre et décide de prendre ses bagages pour signer chez une équipe où il retrouvera son vieil ami des Hornets, Dale Curry. Il arrive donc chez les Toronto Raptors. Ici, tout est mieux. On ne lui demande pas d'être au top de sa forme sur chaque match, mais plutôt d'utiliser son expérience et ses qualités de leader pour mener les nouveaux talents, comme il avait pu le faire dans le passé avec un jeune Alonzo Mourning. Puis après une année à vraiment jouer, Muggsy ne sera présent que sur 3 matchs pour la saison 2000-2001, qui sera, la surprise générale, sa dernière. En effet, pour des raisons personnelles liées à sa mère et son cancer. You know, I lost her in 2001. Even though I had 3 years left on my contract, I had 14 years in the league already, 3 years remaining. But her not being there, not witnessing me playing anymore, just had it in her stomach. I just realized that, you know, hey, I did well enough with my finance. I'm going to just go ahead and decide to move on to the next chapter of my life, even though it was difficult, because you still had that inkling to still want to play. But her calling was more than me wanting to play. Just being there, being with her until she took her last breath. Tyrone prendra enfin sa retraite après 14 ans de carrière en tant que joueur NBA. Et on retiendra sur tout ça que la force de Muggsy était son mental, son travail, mais surtout la compréhension de ses faiblesses. Et ça, dès son plus jeune âge. Comme il a essayé de l'enseigner à plusieurs jeunes, qui doutaient aussi de leur taille, il y a d'autres qualités à développer que la capacité à mettre des points. Que ce soit dans la façon de diriger une équipe, d'élever le niveau de jeu et de devenir un prolongement du coach, Tyrone était bon, non pas parce qu'il était un scoreur impitoyable, mais parce qu'il était un perturbateur défensif qui était capable de rendre tout le monde meilleur autour de lui. L'héritage de Muggsy restera celui d'avoir montré aux yeux du monde que, malgré une taille qui défie les standards de ce qu'on imagine dans le monde du basketball professionnel, on peut devenir un grand joueur. À nouveau, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter si vous voulez soutenir. Sur ce, à la prochaine. I'm Del Curry of Toronto Raptors. About to get my head smacked.